Voilà. Denis, toi, depuis combien de temps tu travailles du coup en Dolby Atmos? Est-ce que tu travaillais déjà en multicanal avant? Oui, moi je suis habitué au son multicanal depuis longtemps parce qu'ici au studio on fait beaucoup de musique de film depuis de nombreuses années. Et donc on livre nos musiques de film en 7.1 ou 5.1 depuis très longtemps parce que c'est destiné au cinéma en première partie, quoi. Donc le Dolby Atmos, je crois que ça fait, je parle sous réserve d'analyse, mais je crois que ça fait bien une dizaine d'années que ça existe pour le cinéma, il me semble, à peu près. Depuis 2012, ouais. Voilà. Donc nous on entendait parler déjà pas mal dans le milieu, mais on n'a jamais de demande des producteurs et de nos clients pour livrer des formats en Dolby Atmos pour le cinéma. Ça n'était pas arrivé encore. Mais on commençait à en entendre parler, à s'intéresser au format, en se disant un jour ou l'autre, si ça prend en France, il va bien falloir être en mesure de livrer des mix et notre travail sous ce format. Donc on commençait à s'y intéresser un petit peu. Et puis ça s'est vachement accéléré, bien sûr, avec l'annonce d'Apple, mais même avant, moi, donc, justement, donc, pour cette raison-là, j'ai commencé à m'intéresser au format. Donc, je suis allé voir en salle dès que je pouvais les films qui étaient mixés en Atmos pour comprendre un peu ce que c'était, comment ça fonctionnait, etc. Et puis ensuite, j'ai contacté Adrien, je crois, chez Dolby, qui s'occupe de la musique en France, en lui disant que je commençais à m'intéresser énormément au format et est-ce que pour la musique, il y avait quelque chose qui demandait une installation particulière et je lui ai demandé de venir au studio, qu'il vienne me donner ses conseils parce que je comptais upgrader le studio en Atmos, justement. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai découvert un petit peu plus le format et que j'ai découvert aussi les applications pour la musique pure, puisqu'il m'a montré un petit peu tout ce qui se faisait en musique pure et puis il m'a fait montrer aussi dans le showroom un peu ce qui avait été produit actuellement, etc. Et ça a renforcé mon envie de passer le pas. Désolé pour le bruit dans la rue. Pas grave, t'inquiète pas. Sans Dolby Atmos. Mon envie de démarrer des travaux et d'upgrader le studio, d'avoir une cabine au moins prête en Atmos pour mixer de la musique, aussi bien pour le cinéma, donc pour notre clientèle de cinéma, et mais aussi pour la musique de variété. D'accord. Et du coup, toi, ça c'était il y a combien de temps du coup, tout ça? Tout ça, c'était un processus qui a duré toute l'année dernière. D'accord. Pendant le premier confinement, même avant. Donc, le questionnement parce que je voyais qu'il y avait quelques grosses cabines dans le monde qui s'équipaient en Atmos, notamment Nashville, Blackbird, Capitol était équipé, Abbey Road aussi, j'en parlais beaucoup. On a beaucoup d'intervenants qui viennent de chez Abbey Road, chez nous, faire des séances de temps en temps. Donc, je discutais avec eux et ils me parlaient aussi du format. Donc, voilà, ça fait un moment, ça fait un an et demi que dans le milieu audio pro, on va dire, on en parle sérieusement, quoi. Mais t'as eu une nez creux quand même, ou alors t'étais bien informé, ou il y avait des rumeurs? Non, pas du tout. C'est vraiment à force de lire la presse spécialisée, etc. Bon, il y avait quand même une bonne communication de Dolby, je pense, depuis un moment sur tout ça. Donc, on commençait à en parler de plus en plus et ça devenait pratiquement inévitable quand on en parlait à chaque fois maintenant dès qu'on croisait quelqu'un qui faisait ce métier. Donc, je me suis vraiment dit, il faut que nous, étant Guillaume Tell, quand même un studio assez, on va dire, bien installé depuis de nombreuses années et une grosse clientèle, une clientèle internationale, il faut qu'on soit à même de répondre à la demande de nos clients. Ouais. Et j'ai senti en tout cas que cette demande allait venir dans un futur très proche. T'as bien senti, je pense. Alors justement, et pour en venir à Apple, c'est vrai que c'est Apple qui a énormément. L'annonce d'Apple, ça a bousculé les choses. C'est-à-dire que nous, on était prêts, coup de peau, on était prêts un petit peu avant l'annonce d'Apple, mais ça a vraiment donné une répercussion auprès des maisons de disques qui sont nous, nos interlocuteurs, vu que c'est nos clients. Tout de suite, on appelé, on téléphoné, on savoir il faut fournir de l'Atmos, on nous demande de l'Atmos. Enfin, tout le monde ne parlait plus que d'Atmos. Alors déjà, en fait, moi j'ai plusieurs questions par rapport à ça. C'est que déjà, en fait, peut-être il faut préciser que tous les albums, tout le catalogue d'iTunes n'est pas disponible en Dolby Atmos. Et savoir en gros si à chaque fois le fait qu'un album soit disponible en Dolby Atmos, ça implique un processus humain ou est-ce qu'il y a des choses qui sont Dolby Atmosées automatiquement ou pas du tout? Ou est-ce qu'à chaque fois ça veut dire qu'il y a un remixage, un remaster en Dolby Atmos? C'est plus une question pour Anaïs qui a plus la vision globale. D'accord. Je peux te répondre sur mon cas particulier, mon cas personnel, ce qu'on fait ici. Mais... Non, effectivement, tout le catalogue n'est pas disponible et en fait, les deux questions sont liées parce qu'effectivement, c'est pas un processus automatique, c'est un vrai travail de mixage. Donc, on ne peut pas mixer 70 millions de tracks en quelques mois. Il n'y a pas assez de studios, pas assez de gens. Donc là, il y avait déjà de la musique en Atmos, du catalogue et de la nouveauté. Et maintenant, c'est vraiment un travail des labels de choisir qu'est-ce qu'ils vont repasser
nouveautés dans le catalogue en Atmos et quelles nouveautés vont être aussi fournies en Dolby Atmos. Ça reste vraiment un vrai travail de création. Voilà, de devenir mieux. Du coup, j'en viens à une question plus technique aussi, parce que tout à l'heure, Anaïs nous expliquait que le Dolby Atmos, c'est effectivement la spatialisation autour de soi, mais c'est aussi au-dessus et en dessous. Et en fait, je me demandais finalement, l'enjeu d'un mixage Dolby Atmos, c'est quoi finalement? C'est-à-dire, est-ce que la plupart du temps, on est dans l'idée de recréer en fait la scène sonore comme si le spectateur était devant l'orchestre qui joue, ou est-ce qu'on fait des trucs plus olé olé, c'est-à-dire le piano à queue au-dessus et puis le charlet en dessous, en fait, parce que au-dessus, en dessous, on voit pas trop dans un contexte réaliste. C'est-à-dire que quand on est dans une salle de concert, en général, en dessous, à la limite, on a les pieds du mec de derrière, mais on n'a pas grand-chose en dessous. En fait, quels sont, en général, quelle est l'optique retenue esthétique pour ces remixages, et qu'est-ce qu'on fait des canaux au-dessus et en dessous, en fait? Tu veux que je prenne déjà, en dessous, il n'y a pas trop. Hein. C'est plus l'élévation, elle part à peu près de ce niveau-là pour aller vers le haut dans les outils. Mais déjà, c'est un espace de création totalement libre. Donc, en fait, si quelqu'un qui veut faire tout et n'importe quoi peut faire tout et n'importe quoi. Ensuite, il y a des gens qui ont un avis sur la question. Il y a des ayants droit, il y a des artistes qui sont encore là, il y a des nouveaux artistes. Donc, ça doit être guidé. Mais Dolby ne fait pas de recommandations. Dolby peut partager une expérience acquise au fil du temps sur ce qui marche moins bien, mais on fait quand même attention de ne pas brider la créativité par des conseils trop axés. Donc théoriquement, oui, la charlette peut se balader partout, le piano peut être derrière, il y a même un morceau, la voix et la voix lead est derrière. Bien d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus parce que techniquement, moi en tant que mixeur de musique de film, j'étais longtemps bridé par les arrières et les surrounds, qui était un espace où on pouvait, vu la dimension réduite des enceintes qui étaient proposées pour l'arrière et pour le surround, c'était souvent beaucoup plus petites enceintes que ce qu'on avait en façade, donc beaucoup moins de puissance, etc. Donc ça servait vraiment à créer un espace sonore, mais avec peu de puissance. Donc on ne pouvait pas mettre des batteries, des rythmiques, des instruments à forte puissance sur les espaces et surround. Et la grande avancée avec le Dolby Atmos, c'est qu'on a une façade partout en fait, aussi bien en hauteur que sur les côtés qu'à l'arrière. On a le même degré de puissance partout et de bande passante. Donc, on peut se permettre au niveau créatif à faire absolument tout ce qu'on veut. On n'est plus du tout limité par quelque chose qui serait plus reproductible et plus transportable dans les salles de cinéma, etc. Aujourd'hui, ça l'est aussi bien dans les salles de cinéma que après sur les casques, sur les barres de son, etc. Et donc, ça, au niveau créatif, c'est un outil absolument extrêmement puissant, quoi. Donc, effectivement, comme dit Anaïs, on peut faire tout n'importe quoi. Dieu merci, il n'y a pas de normes aujourd'hui, ce qui est bien, ce qui permet justement d'être créatif, sans pouvoir faire n'importe quoi aussi non plus, parce que le but, c'est que ça se faire quand même des choses qui plaisent et pour que les gens adhèrent, quoi. Donc, faire des choses qui soient vraiment très agréables à l'écoute. Mais l'outil est suffisamment puissant pour le faire. D'accord. On est bridé pendant longtemps. Donc là, on a fait un pas en avant au niveau technique phénoménal.